Donc on va commencer par vous, Madame Delumeau, pour le Labo des Histoires. Merci. Bonjour, Madame la Ministre, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis du monde de la culture, Mesdames, Messieurs. Si je vous dis que la devise de notre association, le Labo des Histoires, c'est l'écriture en liberté, ça vous parle? Pensez-vous que l'écriture puisse être un vecteur de l'émancipation pour notre jeunesse? Au Labo des Histoires, nous en sommes convaincus. Notre association est engagée dans la promotion de l'écriture à destination des jeunes, des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Alors d'abord dire que le Labo des Histoires, moi, quand on en a parlé pour la première fois au ministère, et c'est un de mes conseillers, j'étais totalement emballée et je comprends bien que les uns et les autres ici, si on vous demande d'embarquer dans cette initiative bourrée de créativité et d'innovation dans l'écriture, vous y allez obligatoirement et je veux vous encourager tous à le faire. Dire que ce que j'ai voulu dans le cadre des assises, c'est bien que les jeunes prennent la parole, que les jeunes s'expriment. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des adultes qui leur donnent l'occasion de s'exprimer. S'exprimer verbalement, s'exprimer par écrit. Et je crois qu'Aimé Césaire aurait été flatté de lire vos lettres. Peut-être les entend-il. Et sans doute, de toute façon, qu'il aurait été très fier de vous tous. Parce que vous êtes des dignes héritiers, à ce que j'ai entendu. Peut-être que va naître aujourd'hui chez vous, ou depuis quelques semaines, une envie aussi de vous battre pour votre territoire, de vous battre pour les Caraïbes, de vous battre pour votre pays. Avec des idées, bien sûr, avec des textes, avec des mots. Et je crois que c'est extrêmement important et je suis ravie que le SMA, notamment le régiment de la Martinique, ait participé aussi à cette prise de parole où donne la parole aux jeunes pour parler de leur avenir, parler de leur pays, parler d'eux. Je crois que c'est extrêmement, ou de leur futur, c'est extrêmement aussi important. Et s'il y a véritablement quelque chose dont je serais fière en bout de course, je ne peux pas l'être encore, on n'a pas fini, quoique, c'est bien une participation très large. Et je voudrais dire que la Martinique, pour l'instant, est en tête de peloton, si on peut le dire comme ça, devant des militaires, pour leur participation aux assises, aux réunions, mais aussi aux réponses sur Internet, sur le site des assises. Alors, je voudrais annoncer un partenariat avec le Labo des Histoires pour, du coup, écrire le livre bleu des jeunes. Puisque, comme vous le savez, les assises vont se concrétiser par la rédaction d'un livre bleu des Outre-mer qui sera remis autour du mois de juin et qui commencera à s'écrire en mars. Eh bien, je vous propose, et je pense que si je le propose, c'est que vous avez accepté à l'avance, généralement c'est un petit peu organisé, je vous propose qu'on le fasse ensemble. Alors, il y aura une dotation financière spécifique de 60 000 €, mais véritablement l'idée, c'est que les jeunes se prennent en main non seulement dans leur expression, mais aussi en produisant eux-mêmes leur propre livre bleu des Outre-mer et de ce qu'ils auront envie de dire de la sortie de ces assises. Voilà, je reprendrai sans doute la parole sur les assises tout à l'heure, vous dire à nouveau merci. Et je suis là aussi pour vous écouter sur tous les sujets que vous voulez aborder les uns et les autres. Les assises des Outre-mer ont été lancées fin octobre, début novembre et doivent aboutir à un livre bleu donc en mai-juin 2018. Les consultations nationales se complètent par des ateliers thématiques qui sont organisés dans les différents départements des territoires d'Outre-mer de décembre à mars prochain. En Martinique, 6 thématiques font l'objet d'ateliers. L'esprit d'entreprise, les secteurs porteurs de l'économie, les questions d'environnement et de biodiversité, les questions sociétales et de société, les questions de sécurité et l'espace régional et international. La culture se retrouve donc dans l'atelier, accompagner les tendances structurelles de la société martiniquaise, où l'on retrouve les questions de santé et d'accès aux soins, les questions liées au vieillissement de la population, les questions de la jeunesse et donc la culture. Sous un intitulé que moi je trouve particulièrement programmatique et intéressant, favoriser l'accès de la culture et valoriser le patrimoine pour toute la population et partout sur le territoire. Je crois que cet intitulé porte en lui
de nombreuses questions, dont deux principalement, la question des politiques culturelles et de l'aménagement du territoire, qui est une vraie question en Martinique, et la question du patrimoine, ou plus largement des patrimoines. Et j'ajouterai une autre question, la question de la transmission. Donc, l'atelier culture n'a pas encore pu se réunir jusqu'à maintenant, mais nous avons commencé à cerner un certain nombre d'enjeux qui seront débattus lors des consultations à partir du mois de janvier prochain. Les questions de lieu et de pratique de diffusion, la question de la formation et de l'accès à la formation, les questions des politiques concertées en faveur du patrimoine, les outils numériques liés au patrimoine, aux musées, aux médiathèques, la lecture publique, le patrimoine immatériel, le tourisme culturel, et une question essentielle, la circulation des œuvres et des artistes, qui sont, voilà, je crois, des questions dont il va être déjà question, enfin, excusez-moi, vous me répétez, des questions qui vont être abordées cet après-midi par les personnes que nous avons invitées, qui sont des artistes et des professionnels de la culture, et qui vont pouvoir échanger avec vous et avec Madame la Ministre. Bonjour, Madame la Ministre, Monsieur le délégué, Madame, Monsieur, Hassan Kassi-Kouyaté, je suis directeur de la scène nationale de Martinique, Tropicatrium. Je suis aussi membre du Collège de la diversité du ministère de la Culture et de la Communication. Et au nom des deux fonctions ou deux missions que j'ai une préoccupation particulière qui est celle d'abord de la production professionnelle et la diffusion des artistes de nos territoires. J'étais dans le Collège de la diversité, on a parlé de beaucoup de choses, mais je dis, il faut d'abord se dire qu'on appartient à une nation, à une république. Et au niveau de la création, au niveau de la diffusion, étant ici, les artistes se sentent isolés, complètement isolés. Et ils sont isolés par les outils, ils sont isolés par les structures, ils sont isolés par les moyens de production. Par exemple, nous sommes 72 scènes nationales. Et il y a 2 scènes nationales dans ce qu'on appelle dans le territoire d'outre-mer. Basse-Terre, en Guadeloupe, Fort-de-France, Tropicatrium. Et on demande aux scènes nationales de travailler entre elles. Les scènes nationales qui sont sur l'Hexagone travailleront facilement entre elles, rien que pour les coûts de production, les coûts de diffusion. Et nous sommes isolés. Et je peux vous dire, en étant dans le Collège de la diversité, j'ai demandé de regarder dans les maisons labellisées de France combien de spectacles vivants ont été programmés en venant d'outre-mer. Dans tout plus de 600 salles, 0. Donc, je dis, je préconise, il y aura une cité des Outre-mer, c'est une bonne chose. Mais pour que cette cité vive, il faut qu'il y ait de la production qui suive. Il faut qu'on encourage, on donne les moyens de création aux artistes qui sont sur leur territoire. C'est là que ces artistes pourront apporter quelque chose de différent au reste du monde. Ça, c'est la première chose. Et qu'on pose des vraies politiques de diffusion. Sinon, on va se sentir encore isolé, et isolé et ne pas faire partie de la République. Dernier point que je voudrais soulever, c'est au niveau de la formation ou des formations. Est-ce que, je ne sais pas, certainement, on a dû vous dire, ou vous le savez, il n'y a aucune école supérieure d'art dramatique dans les Outre-mer. Aucune. En art dramatique, parce que c'est le domaine que je connais le mieux. Aucune. Et alors qu'il y a des options théâtre, et chaque
enfant qui veut faire ce métier est obligé de quitter les territoires pour aller travailler ailleurs. Essayons, il y a des conservatoires. Après les conservatoires, ceux qui veulent en faire leur profession, vide. Comment on peut faire pour remédier à cette question le plus rapidement possible? Moi, je suis là il n'y a que 3 ans et je vais quitter bientôt le Collège de la Diversité parce que j'étais le seul venu des Outre-mer là-dedans et qui avait ces préoccupations. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Merci. Voilà, je fais mon intervention concernant la circulation des artistes et de leurs œuvres. Alors, je ne me suis pas présenté, excusez-moi, Hector Charpentier. Je suis artiste peintre, académicien de l'Académie Crisci Marino en Italie, c'est-à-dire Turin et Rome. Voilà, sans être le porte-parole des artistes martiniquais, néanmoins, nous avons eu la chance en Martinique d'avoir eu des institutions à la hauteur. À savoir, je peux les nommer, puisque c'est du positif, Conseil général, Conseil régional, l'Atrium, la préfecture, qui nous ont permis de nous exprimer, de montrer nos œuvres et de nous accompagner dans notre production. Alors, je sais qu'à un moment donné, il était question de pont entre la métropole, c'est-à-dire la continuité territoriale, donc entre la France et les Antilles, qui permettrait aux artistes de s'exporter. Alors moi j'ai pensé naturellement à la mise en place d'une espèce de carnet avec des tickets qui permettraient d'acheminer les œuvres pour ne pas être retardés parfois par la douane ou ne pas payer des taxes pour les œuvres qui nous appartiennent et qui nous reviennent. Voilà, Madame la Ministre, le point que je voulais signaler et mettre en exergue. Si je suis à cette table ronde, c'est parce que j'ai été invité. Merci beaucoup. J'ai envoyé il y a quelques mois une lettre ouverte à Madame la Ministre de la Culture. J'ai participé à cette table ronde. J'ai rencontré un Premier ministre, un ministre de la Culture, une ministre de la département d'Outre-mer, en dernier lieu, M. Mathias Fécal, secrétaire d'État au commerce. Les choses n'ont pas bougé d'un iota. Aujourd'hui, j'ai quelques raisons de croire un petit peu que les choses vont lancer parce que les circonstances sont différentes. D'une part, l'ampleur de cette rencontre d'aujourd'hui, les assises de l'Outre-mer, et enfin, je crois, la voix des artistes contemporains qui travaillent dans ce lieu. Dois-je vous signaler qu'il y a ici une école des beaux-arts qui prépare au même diplôme que les écoles nationales, les écoles. Et ce qui me semble important, un artiste n'est pas destiné à devenir une gloire locale. Ce qui m'importe et ce qui leur importe, c'est aujourd'hui d'avoir accès, je dirais, au marché national. Et ça fait longtemps que les Martiniquais, les Guadeloupéens, les départements d'outre-mer revendiquent d'aplanir toutes les difficultés qui nous séparent, je dirais, de ce qui se passe dans la nation française, c'est-à-dire que nous soyons traités de la même manière. Revenons aux propos plus simples qui me concernent, les artistes. Il s'agit de la circulation des œuvres d'art. D'une part, il y a une partie qui incombe à l'État et une partie aux collectivités locales.
Collectivité locale, parce qu'il y a un ensemble de charges qui pèsent sur le dos des artistes lorsqu'il faille exporter des œuvres d'art en France. Concernant l'État, il y a un certain nombre de leviers que vous pouvez abaisser pour faciliter cette circulation. L'exemple le plus concret que je pourrais prendre pour vous faire comprendre la situation en dehors de la question des taxes et la question du transport aussi qui nous coûte très cher, c'est lorsque je dois expédier des œuvres en France pour être vendues dans une galerie, je pratique ce qui se fait une sortie temporaire. La question des inégalités entre les départements d'outre-mer et la France continentale soit réglée une fois pour toutes, que nous ne soyons pas obligés dans des démarches permanentes dans lesquelles il n'est pas agréable finalement constamment de rappeler que nous sommes des citoyens comme les autres. Donc je compte sur vous, Madame la Ministre, pour que les choses s'accélèrent, pour que enfin la question soit entendue et que les questions d'inégalité soient une fois pour toutes réglées dans les différents domaines. Merci. Il y a eu 2 questions, 2 interventions. Une chose, on est tous traités de la même manière. Le problème, c'est qu'on ne devrait pas être traités de la même manière. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on change de discours. On est traités de la même manière, nous tous ultramarins. Je suis une ultramarine. Un petit peu plus haut là-bas, à côté de Terre-Neuve, où il fait un peu plus froid. Mais j'en suis une aussi et je connais les difficultés des artistes de l'ensemble des territoires d'outre-mer. C'est justement ce que je ne veux pas, c'est qu'on soit traité de la même manière. La différenciation, le droit à la prise en charge de la différenciation. Je préférais qu'on pose les choses comme ça. Parce que vous savez, du côté, quand on discute, si on rentre directement dans la discussion en disant « nous voulons être traités de la même manière », la réponse est « vous êtes traités de la même manière ». Donc la question, c'est pas ça, la question c'est comment nos spécificités, nos handicaps supplémentaires, on peut effectivement les surmonter. Et là, c'est la réponse, elle vient plus facilement. Parce qu'elle n'est pas prise sous le même angle. Et c'est ça qu'il faut effectivement exprimer dans le cadre des assises des Outre-mer. Comment ces contraintes supplémentaires que vous venez de dire, c'est-à-dire le coût du déplacement pour l'artiste comme pour ses œuvres et les conditions, ont des réponses qui peuvent effectivement nous mettre sur un pied d'égalité quand on va arriver effectivement à des résultats de l'autre côté de l'Atlantique ou dans notre bassin réciproque, nos bassins maritimes, puisque certes l'Europe, la France, l'Europe sont de formidables marchés intéressants pour l'art, mais nous avons aussi un bassin géographique, chacun les uns les autres, selon les territoires d'outre-mer dans lesquels nous vivons. Alors, j'ai pas tout compris sur la taxe, mais sans doute que monsieur le préfet était en train de m'écrire un joli petit mot qui va arriver après, mais merci beaucoup. On le traitera très certainement dans le cadre des assises. Je regarderai ce que ça veut dire, parce que je suis très sensible à ces questions. J'ai une autre question. Quand vous vous déplacez ici, dans le cadre régional, est-ce que vous avez aussi un problème pour vendre vos œuvres, pour les sortir, la question des taxes, voire pour travailler, parce que certains travaillent sur place, c'est-à-dire le musicien, il participe à des spectacles, il reçoit un cachet, comment tout ça est traité dans le cadre de la région, ça m'intéresse parce que dans le volet culture et coopération régionale, il y a aussi ça, c'est-à-dire les accords entre pays dans un même bassin maritime qui permettent à nos artistes de faire des allers-retours, au-delà du coût du billet dont on va parler, de faire des allers-retours tout en ne banquant pas systématiquement pour le moindre cachet ou pour faire entrer sa guitare sur le territoire où on va aller faire un spectacle. Je connais un peu ça, je l'ai un petit peu vécu. Donc oui, circulation des artistes, des œuvres, il faut qu'on regarde à apporter des réponses spécifiques. Visibilité des artistes venant des territoires d'outre-mer dans l'Hexagone, c'est une vraie question. Vous avez parlé, monsieur, de la Cité des Outre-mer.
Je m'interroge sur la Cité des Outre-mer, vous le savez. J'ai reporté le projet d'une année pour que cette réflexion soit menée, non pas que la Cité des Outre-mer soit quelque chose auquel je suis opposée. D'abord, c'est un projet, juste comme ça, pour vous le dire, on est juste entre nous. Il y a des caméras, on est juste entre nous. Un projet qu'en tant que députée d'Outre-mer, j'en ai jamais entendu parler avant que François Hollande inaugure ce lieu. Ça veut juste dire qu'il y a eu une grande concertation. Deuxièmement, il y a le ministère de la Culture qui n'y est pas. Troisièmement, il y a une région Île-de-France qui en est sortie. Et puis surtout, quatrièmement, dans les territoires d'outre-mer, on n'a pas demandé si c'était la meilleure solution. Sans doute qu'il faut un vrai partenariat pour que, en métropole, alors d'abord à Paris, il y ait des scènes qui nous soient ouvertes, mais à Marseille, mais à Bordeaux, et ailleurs, je voudrais vexer personne, Toulouse, et j'en passe. Et donc, cette Cité des Outre-mer, je m'y suis engagée. Elle existera. Mais sous quelle forme? Je ne sais pas. Ça peut être un énorme réseau d'artistes ou de producteurs ou de... Voilà, à nous de mettre derrière la Cité des Outre-mer, inaugurée par François Hollande, qui aura une existence, ce que nous avons besoin pour nos artistes des différents territoires, ceux qui créent dans les territoires d'outre-mer et qui veulent percer eux aussi sur la scène nationale, sur le terrain national ou plus largement sur l'Europe comme dans le monde, parce que la France, elle doit se penser monde. Et moi qui parle à des jeunes, il y en a quelques-uns là, bon, j'ai pas dit qu'il y en avait aussi qui étaient très âgés, hein. J'ai dit qu'il y avait des jeunes là devant moi, et je peux vous dire que le monde vous est ouvert. Le monde vous est ouvert. D'abord, la France, elle doit se penser monde, parce qu'ici, on est dans les Caraïbes. Chez moi, on est en Amérique du Nord. En Polynésie et en Calédonie, on est dans le Pacifique. Les voisins, c'est l'Australie. On est dans l'océan Indien. Nos voisins, c'est l'Afrique du Sud. Voilà nos voisins. La France doit se penser monde, les artistes doivent se penser monde, et vous avez ce terrain de jeu, que vous soyez dans un domaine ou un autre, qui vous est ouvert. Et mon rôle, c'est de veiller à ce qu'il vous soit ouvert. Aujourd'hui, et surtout demain. Il faut continuer. Festival international d'art performance en Martinique. Alors, je voulais rebondir sur ce qu'a dit M. Hassan Kouyaté, le directeur de la scène nationale. Effectivement, je peux témoigner, et je pense aussi au nom de mes collègues artistes du spectacle vivant, que ce soit metteurs en scène, chorégraphes, musiciens, que nous manquons réellement d'une visibilité sur le territoire national. Lorsque, avec mon confrère Henri Tolio, plasticien, nous avons décidé de créer ce Festival international d'art performance en Martinique, nous avons pris le parti, du coup, d'inviter prioritairement des artistes des États-Unis, de New York, Boston, Washington. Pourquoi? Parce qu'il y a Norwegian Airlines. Et que les prix étaient extrêmement bas par rapport au fait de faire venir des gens de métropole, voire d'Europe. Donc ça, ce sont des réalités que nous vivons tous les jours. Donc déjà, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire au niveau de la circulation des artistes du spectacle vivant. Un artiste du spectacle vivant qui circule, il ne circule pas seul. Par rapport à un artiste plasticien, il circule avec une équipe. Donc un régisseur son, un régisseur lumière, ses décors, ses costumes, ses accessoires, etc. Donc ça veut dire qu'on doit mettre en place toute une stratégie de diffusion de l'artiste et de son spectacle. Créer, comme vous dites, un réseau. Je pense que c'est très important de créer une réelle agence de diffusion du spectacle vivant depuis les territoires d'outre-mer ou les départements d'outre-mer ou les collectivités territoriales jusqu'à la France métropolitaine, voire, comme vous dites, jusqu'à l'Europe. Et pour l'instant, il n'en est pas grand-chose, malheureusement. Nous avons quelque part plus intérêt à nous diffuser à l'intérieur des Caraïbes, en Amérique du Sud, en Amérique latine, aux États-Unis ou au Canada, qu'en Europe. Pourquoi? Parce que même pour les directeurs de scène nationale, ils réfléchissent à 2 fois pour inviter des artistes, compagnies de danse, de théâtre, etc., des Outre-mer, parce qu'ils savent qu'ils ont un coût de billets d'avion, de prise en charge de l'artiste et de son équipe. Donc je pense que ça, c'est un vrai souci.
Par ailleurs, j'aimerais aussi, là c'est plus au nom des danseurs et chorégraphes, mais je pense que les plasticiens, les metteurs en scène, les musiciens me suivront, les chanteurs aussi. Nous avons besoin de davantage, là je parle à l'intérieur de la Martinique, d'espace de création, c'est-à-dire un centre de création, de résidence d'artistes, de recherche. Je pense que la question de la recherche est extrêmement importante, que ce soit à l'éducation nationale, que ce soit dans le monde de la culture, dans le monde de l'art contemporain. Nous passons, Madame la Ministre, beaucoup de temps à chercher avant d'œuvrer. Le processus de création, dans le cadre du spectacle vivant, peut durer 1 an. Et donc, vous connaissez le statut, comme moi, de l'intermittence du spectacle, pour pouvoir justement permettre aux artistes du spectacle vivant de créer sans avoir à travailler à côté, mais on a quand même beaucoup d'acteurs du spectacle vivant en Martinique qui ont un deuxième métier à côté. Le statut de l'intermittence n'est pas un acquis en Martinique et il est très récent. Donc du coup, là, pour moi, il y a une forme d'inégalité par rapport à la France métropolitaine. Et par ailleurs, nous avons vraiment, moi je souhaite, en tant que chorégraphe performeuse, un centre de développement chorégraphique, c'est-à-dire une institution nationale qui nous permette, alors ça peut être du développement chorégraphique comme Hassan Kouyaté a parlé de centre d'art dramatique, c'est-à-dire qui nous permettent vraiment de bénéficier, d'avoir un institut, nous permettre de bénéficier et de formation, de post-formation, de perfectionnement, de temps de résidence, des studios de danse pour pouvoir répéter. Un artiste danseur, chorégraphe, ne peut pas répéter dans la rue. Alors moi, j'ai eu une stratégie d'émancipation du sujet assujetti qui était de faire de la performance et de créer ce festival pour quelque part m'autoproduire et produire les amis. Mais je ne suis pas une institution, je ne suis pas programmatrice en soi, je suis d'abord une artiste. Donc, au-delà de ma stratégie d'émancipation, je pense que c'est important, dans le cadre de ces assises d'outre-mer, de prendre vraiment en compte cette réalité régionale, caribéenne, française, pour nous permettre aussi une visibilité sur le territoire national et, comme vous dites, aussi sur le marché international. Vous savez comment, Madame la Ministre, que pour avoir une visibilité européenne sur le marché national, il faut passer par le marché national. En général, ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des étapes à passer. Et donc, du coup, c'est vraiment important que nous nous sentions, nous, les artistes du spectacle vivant, sur un même pied d'égalité, avec la même visibilité de diffusion, et que ça ne se réduise pas au théâtre d'outre-mer en Avignon, même si je pense que le théâtre d'outre-mer en Avignon fait sûrement un excellent travail. Nous avons besoin, le théâtre d'outre-mer en Avignon, c'est du 7 au 31 juillet, c'est-à-dire c'est 3 semaines dans l'année. Et le reste de l'année, nous avons besoin, si vous voulez, la réalité des artistes du spectacle vivant en Martinique, c'est qu'ils sont subventionnés, certains, pour la plupart, donc ça c'est une chance extrême grâce à la DRAC, grâce à la CTM, etc. Ils créent une œuvre dont le processus de création dure 1 an, et ensuite, impossibilité de diffuser. Donc ils passent à une nouvelle œuvre. Et comme ça, ad aeternam, création. Donc en fait, nous nous retrouvons, si vous voulez, dans un processus de création sur création, d'année en année, mais sans avoir cette possibilité de diffusion. Et vous savez comme moi, Madame la Ministre, qu'une œuvre n'existe réellement que lorsqu'elle est diffusée, c'est-à-dire lorsque les artistes ont la capacité, la possibilité de pouvoir la vivre et la revivre encore. Voilà, je vous remercie, Madame la Ministre. Acteur régional, leader dans nos bassins maritimes, bien évidemment que c'est ça. À quel moment, effectivement, la Martinique et la Guadeloupe sont des tremplins du reste de nos voisins, ici, dans ce bassin, pour la France ou pour l'Europe, ou comment des artistes français, européens, voudraient venir jeunes en Martinique, en Guadeloupe, pour rebondir et aller vers ces territoires des Caraïbes. Le rêve, il se fait dans les deux sens. Hein. Moi, j'ai rencontré des tas d'artistes français qui rêveraient de se produire à Cuba, en Jamaïque et ailleurs, et qui n'y arrivent pas, et qu'on peut peut-être un jour tisser des liens qui feront que notre réseau, votre réseau, leur soit effectivement ouvert, et que du coup, l'excellence, elle se retrouve au debout du tuyau. Et passe par ces îles qui effectivement ont des savoir-faire et sont les savoir-faire français adaptés à ce bassin maritime. Moi je crois vraiment à cette richesse et c'est comme ça que je pense que les politiques dans tous les domaines. Voilà.
le domaine culturel seulement, dans tous les domaines. Et quand chacun d'entre nous aura réalisé qu'il a une chance extraordinaire dans son bassin maritime, je pense à l'océan Indien, je pense au Pacifique, je pense ici, même si dans le Pacifique il y a des gros géants aussi, je pense moins à chez moi, parce qu'effectivement les voisins c'est les États-Unis et le Canada, donc pas grand-chose à leur apprendre, quoique. Il y a une véritable richesse et un positionnement qui me semble extrêmement intéressant. Sur les spectacles vivants, vous en avez parlé de Thomas, qui est effectivement le théâtre à Avignon de Greg Germain, notamment, et des quelques jours où il accueille effectivement des spectacles vivants venant des territoires d'outre-mer. Moi j'ai vu avec lui cet été comment il pouvait ouvrir son théâtre toute l'année, c'est-à-dire qu'on crée l'outre-mer, et puis on répète dans l'Hexagone, chez lui, si on peut passer une convention, et après derrière, il y a un réseau où on peut effectivement se produire. Parce que c'est pas facile de prendre les billets en charge, mais une fois qu'on les a pris, c'est bien quand on les rentabilise. Et pour la pièce, ou pour le spectacle, et pour effectivement le rayonnement qu'on souhaite avoir. Donc il faut regarder si c'est quelque chose qui intéresse ou pas, qu'on passe ce type de convention avec Thomas, qui est un premier lieu et qui doit vivre en dehors du Festival d'Avignon, sinon c'est un peu limité effectivement dans le temps. Et comment il y a d'autres espaces comme ça dans l'Hexagone qu'on peut utiliser comme là aussi des tremplins pour les artistes, ou des lieux où après on peut diffuser. Agence de promotion, on en avait une, on l'a supprimée. On l'a supprimée tout simplement parce qu'elle n'était pas au rendez-vous de la performance et de l'efficacité. On l'a supprimée parce qu'il y avait la Cité des Outre-mer qui allait prendre le relais. Et comme j'ai mis un point d'attente à la Cité des Outre-mer, on voyait bien qu'en même temps, il y a l'absence d'agence de promotion sur une année. Il faut qu'on y réponde très très vite. Du coup, on a remis des crédits supplémentaires dans le soutien à travers le FEAC, à travers le FEBEX. Alors le FEAC, c'est des projets qui sont soutenus. Le FEBEX, c'est la prise en charge de billets d'avion pour des sportifs, pour des jeunes, pour des artistes, pour des écoles, de se déplacer avec des projets. On va en 2018 corriger comme ça, mais très vite, il faut que ce qu'on va sortir des assises réponde aux besoins. Pas à un projet pensé il y a 30 ans, à un projet pensé aujourd'hui, en 2017, en 2018, pour les 20 ans à venir. Oui, bonjour. Madame la ministre, monsieur le délégué interministériel, monsieur le préfet, mesdames, messieurs, bonjour. Je suis Magali Fanel, architecte, vice-présidente de l'Ordre des architectes également. Et moi, je vais compléter un petit peu ce que les artistes ont dit aujourd'hui, mais dans un autre domaine qui est celui de l'audiovisuel. Il y a 5 ans, avec une consoeur architecte et un ami journaliste, nous avons créé, à l'époque c'était un projet, aujourd'hui c'est une émission de télé, qui s'appelle Caille Caraïbes, qui est diffusée sur une chaîne locale, pour ne pas la citer Martinique Première. Un projet qui a été soutenu par la DAC Martinique et la DAC Guadeloupe. On a pu avoir cette chance, également par l'ancienne région. Donc c'est grâce à eux, j'ai envie de dire, qu'on a pu aujourd'hui tenir sur ces 5 années. Alors nous, on a eu la chance aussi de saisir des opportunités de pouvoir aller tourner en Guadeloupe, à Trinidad, en Haïti également. Donc on a cru qu'on était sur cette lancée-là de vraiment s'ouvrir sur la Caraïbe. D'ailleurs c'était l'objectif initial, le nom de l'émission c'était vraiment ça. Et aujourd'hui, malheureusement, on est vraiment, enfin, je ne veux pas dire qu'on est au bout de la production, mais on est un peu fatigué et on aurait souhaité un soutien. Je m'appelle Chantal Sakarabani-Perrault. Aujourd'hui, apparemment, je représente l'éducation à l'image et le cinéma. Alors, on va parler d'abord d'éducation à l'image, savoir qu'aujourd'hui, on est un petit peu limité puisqu'on n'a pas de lieu de cinéma destiné à ça. Bon, il semble qu'il y ait des projets à venir dans 2-3 ans parce que c'est prévu, mais à l'heure d'aujourd'hui, on se retrouve à faire du cinéma dans des salles qui ne sont pas adaptées.
Alors, nous sommes la structure Ciné Roulé Compagnie qui avons bénéficié de la première aide du CNC sur la numérisation. Aujourd'hui, nous sommes numérisés depuis le mois de novembre, mais nous sommes confrontés à un problème qui est assez particulier, c'est qu'on n'est pas reconnu au niveau national. Il faut savoir qu'en France, il y a 700 films qui sont faits, il n'y en a que 150 qui arrivent en Martinique, et que tous les autres, les petits Martiniquais, n'ont pas l'occasion de les voir. Aujourd'hui, quand on s'en adresse à un distributeur, souvent il nous renvoie vers le circuit Élysée, pour certains films, notamment les films commerciaux. Et puis pour les autres, il prend 10 ans pour nous répondre. Ça correspond à des semaines. Alors quand on a des demandes sur des films spécifiques, c'est un peu difficile parce qu'on passe pour des pas professionnels. Hein, puisque, je sais pas, en ce moment on travaille avec la Fondation Clément qui a des demandes spécifiques. Et les distributeurs, ils prennent énormément de temps à nous répondre sur le fait qu'on puisse faire venir un film en Martinique ou pas. Alors en France, les choses sont simples, puisque les films arrivent par téléchargement. En Martinique, il faut prévoir le transport du film, puisqu'il va arriver sur un disque dur, puisqu'on n'est pas suffisamment performant pour le téléchargement. Donc aujourd'hui, des petites structures comme la mienne, elles n'ont pas accès à l'ensemble des films au national. Ça, c'est la première chose. Ensuite, nous allons sur ce qu'on appelle les contrats de ville, donc les territoires prioritaires, notamment sur le Lamentin, sur Fort-de-France. Nous allons faire du cinéma dans ces lieux. Il faut savoir que petite structure que nous sommes, nous avons des mairies en face qui nous demandent une couverture sanitaire, qui nous demandent aussi d'assurer notre propre sécurité sur souvent des lieux qui ne sont pas forcément très sécurisants. Quand on va à un endroit comme à Four-à-Chaux, c'est sûr que c'est pas très sécurisant pour une petite structure comme la nôtre, où techniquement on n'est pas très nombreux, donc on essaie déjà de mutualiser pour travailler. Donc c'est pas toujours évident pour nous de faire le travail sur lequel nous sommes missionnés, qui est celui d'emmener du cinéma auprès de toute la population martiniquaise. Le troisième point, c'est la production. Alors c'est vrai que j'ai pas de collègues qui sont réalisateurs, mais j'ai eu l'occasion de toucher la réalisation de près. Je prendrai un exemple simple. On a eu la chance en Martinique d'avoir un réalisateur qui sortait en plus du tissu éducatif de Ciné Roulé, qui est Alain Bidard, qui a réalisé le premier film d'animation cinéma qui a été le plus titré en France, puisqu'il a été nommé 70 fois et il a eu une trentaine de prix, mais qui n'a pas pu être diffusé sur les territoires français, parce qu'il n'a pas trouvé de producteur. Donc c'est tout un pan de la communauté antillaise, mais de la France entière, qui n'a pas vu un travail réalisé essentiellement sur la Martinique. Aujourd'hui, il fait partie des gens qui vont monter une série dans la Caraïbe, qui sera financée par le Canada et par la Caraïbe, qui sera en anglais, mais il lui manque aussi des financements, parce qu'après tout, il est sur un territoire français. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de tout ça. Alors comme j'ai dit que j'allais répondre toutes les deux questions, là je suis sur un sujet où je suis un peu sans voix, parce que je découvre cette difficulté, hein, je ne la connaissais pas, sur la question de l'audiovisuel, la difficulté que vous avez à vous procurer des films, à les diffuser dans le temps, avoir des réponses qui prennent je ne sais plus combien de jours, c'est pire que la poste. Autrefois on nous disait mais non, mais la lettre est partie à Saint-Denis de la Réunion plutôt que Saint-Denis de je ne sais pas où, donc c'était toujours ce qu'on nous répondait. Vous avez encore ce problème-là. Non mais franchement c'est une difficulté que je connais pas assez pour y répondre, et on va se pencher sur le sujet parce qu'il est totalement anormal effectivement qu'on n'ait pas un réseau qui soit plus fluide et qui vous permette de le faire. Ensuite sur les lieux de diffusion, ici en Martinique, sur les questions de politique de la ville notamment, ou sur les structures qui sont en projet. Bon, je regarderai les projets. Sur les politiques de la ville, sachez qu'aujourd'hui, il y a des réflexions au plan national qui sont menées, mais pas sur l'outre-mer spécifiquement, sur l'ensemble des quartiers politiques de la ville et sur les nouveaux dispositifs. Alors effectivement, Jean-Marc Mormet qui travaille sur le volet quartier, notamment dans l'Hexagone et beaucoup en Île-de-France, nous le savons, il faut qu'on travaille davantage sur le volet outre-mer et regarder quels sont les points communs et qu'est-ce que peut dire cette mission qui est menée par Jean-Louis Borloo sur les points communs qu'on aurait à développer sur le volet culturel des quartiers politiques de la ville de l'autre côté et ici.
Je dis toujours de l'autre côté, parce que comme j'habite de l'autre côté d'un océan, enfin, pour moi, c'est toujours l'autre côté. Donc ça, c'est important qu'on puisse travailler là-dessus plus concrètement et que je puisse apporter assez vite des réponses à vos deux questions. Nous sommes effectivement sur une terre où Aimé Césaire avait appris à accrocher au triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, la notion d'identité. Et cette notion d'identité, ce n'est pas qu'une valeur folklorique ni une valeur ethnique. C'est vrai que nous sommes différents. Mais nous sommes également différents dans un certain nombre d'éléments qui peuvent être à certains moments bloquants. Par exemple, dans la diffusion des œuvres culturelles. Vous imaginez bien que l'artiste en Martinique ne peut pas parler de tournée. Parce que sur un territoire qui fait 70 km de long et 30 de large, on a vite fait le tour de ses spectateurs. Et lorsqu'on s'est produit à Sainte-Anne, et puis on a vu les mêmes clients qu'on pourrait voir à Basse-Pointe. Donc, le marché est extrêmement limité. Je ne vous parle même pas du marché du disque. La tendance est générale. Et imaginez les dégâts de cette tendance générale avec l'arrivée d'Internet, etc., dans un pays où nous sommes 380 000 habitants. Aujourd'hui, pour qu'un artiste puisse être diffusé correctement, c'est le parcours du combattant. Il doit se prendre en charge tout seul, le plus souvent. Aller à la quête de l'information, aller à la quête du producteur, du tourneur, qui va accepter de produire tel ou tel spectacle de Martiniquais, de Guadeloupéen ou telle exposition. Joignons-nous pour une politique des petits pas, Madame la Ministre. J'imagine bien dans quelques semaines, dans votre ministère, une rencontre avec, 50 producteurs ou tourneurs de grands festivals qui ont lieu le plus souvent dans la période après l'été en France, au moment où il fait le plus beau. Eh bien, en leur disant, écoutez, chez nous, dans nos pays, il y a une production culturelle et artistique formidable. Essayons dès l'été 2018 de programmer au moins 1, 2, 3, 10 de ces artistes au sein de ces festivals autour de la thématique jazz, on est très bon jazz ici, ou de la thématique musique du monde. Je suis très preneuse de ce genre de petites initiatives en attendant que les grandes structures, Cité des Outre-mer, puissent voir. Ça permet d'amorcer la pompe, ça permet d'écrire une tendance, ça permet de lancer un mouvement qui, bien sûr, avec la vitalité que je connais du monde culturel de mon pays, ne pourrait être que dans le bon sens. Alors, je suis à votre disposition, Madame la Ministre, pour que nous ayons cette rencontre, que nous ayons cette démarche, et vous verrez que la qualité de la production artistique et culturelle dans nos pays devrait ravir plus de producteurs, plus d'un tourneur qui trouverait son compte pour y exposer l'excellence de nos pays. Comme c'est rare que je ne réponds pas à des sollicitations comme la vôtre, je vais vous donner une date et un rendez-vous. 21 juin, fête de la musique, qu'est-ce qu'on crée autour pour que ce ne soit pas dans la cour du ministère de l'Outre-mer qu'une fête musicale? Qu'est-ce qu'on fait autour de ça? Faisons une semaine de quelque chose. Eh bien, Monsieur le Préfet, il attend vos sollicitations dans le cadre des assises des Outre-mer et il est prêt à remonter. Et moi, je vous donne une date et je vous donne une semaine pour le faire. Ce serait cette période-là. Après, on peut enchaîner effectivement sur le Festival d'Avignon et sur le reste, faisant de ce moment où beaucoup d'artistes viennent de l'Outre-mer pour s'exprimer dans la cour du ministère, quelque chose qui va beaucoup plus loin. Il y en a une de date. Et bien, nourrissons cela et invitons effectivement un réseau. Et maintenant, il ne faut pas que tu viennes toute seule, alors ça me fait là créer le reste. Bonjour, Madame la Ministre, Monsieur le Délégué. Alors, excusez-moi, je voudrais donner quelques informations par rapport à Madame la sénatrice. Bravo, merci. Il y aura une RIDA, une rencontre interrégionale de diffusion artistique qui va avoir lieu du 20 janvier au 3 janvier où on a pu faire venir 20 directeurs de festivals qui viendront regarder ici, voir la création martiniquaise. On a pu aussi, il y aura des Canadiens qui vont venir, des Américains qui vont venir et des Cubains. Mais encore une fois, malheureusement, ça tient
à un carnet d'adresse d'une personne ou de la date avec laquelle on a travaillé, c'est pas posé comme outil de travail récurrent. Ça peut venir. Bon. Ensuite, deuxième information, j'ai pu obtenir une carte blanche pour le Festival de francophonie à Limoges pour montrer les artistes de la Caraïbe pour septembre encore. Ça, c'est un travail qui est en train de se faire, c'est acté. Ensuite, maintenant, je veux dire deux choses par rapport à la circulation antillaise, la circulation caribéenne. Il y a deux problèmes majeurs au-delà de ce qu'on a dit, production et tout. C'est factuel. Il y a des problèmes de transport. Et je vais vous dire, pour faire venir un décor de la Guadeloupe à Martinique aujourd'hui, ça prend 3 fois plus de temps que d'amener le décor en Australie. C'est vrai, puisqu'on le fait tous les jours, il faut le savoir. On peut travailler là-dessus, je le fais tout le temps. Par exemple, quand on mutualise des spectacles, en disant on va mutualiser des spectacles qui vont venir en Guadeloupe, donc vont passer par la Martinique, vice-versa, on ne peut pas le faire parce que les grands spectacles, les spectacles qui marchent, souvent ils n'ont pas beaucoup de temps pour. Alors que pour deux fois, il faut attendre 2 semaines pour que le décor puisse partir de la Guadeloupe à la Martinique. C'est un exemple. Ça, c'est un problème de transport. Et le deuxième problème, c'est on parle de la circulation dans la région. Mais il y a des problèmes de papier, de visa. Donc là, on a amené un spectacle martiniquais qui devait faire une tournée à Sainte-Lucie et à la Dominique. Je vous assure, on a failli l'annuler pour toutes ces questions de papier. Voilà. Oui. J'ai beaucoup apprécié les mots du commandant du RSMA lorsqu'il a dit « La culture, c'est aider les jeunes à reprendre confiance en eux ». Effectivement, pour moi qui suis conseillère exécutive en charge de la culture, ces mots-là sont essentiels. J'ai également apprécié les mots de Madame la ministre qui dit que nous ne devons pas être traités de la même manière que les artistes sur le territoire français, le territoire hexagone, parce que justement nous avons des spécificités. Donc comment surmonter nos obstacles, nos spécificités? Nous devons avoir un traitement différent parce que nous sommes différents. Ceci dit, comme nous sommes à Saint-Pierre, je tiens à dire que la collectivité de Martinique soutient et va continuer à soutenir les projets culturels et patrimoniaux de la ville de Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre, ce n'est pas Saint-Pierre, Saint-Pierre c'est la Martinique. C'était notre capitale économique, intellectuelle, culturelle et artistique. C'est la raison pour laquelle nous allons continuer notre soutien dans la mesure de nos possibilités. Et enfin, il y a des collectivités qui sont défaillantes, c'est vrai, mais la collectivité de Martinique continuera à faire tout ce qu'elle peut pour soutenir les artistes et développer ce que j'appelle l'élévation humaine à travers la culture, l'enseignement artistique. J'aimerais que ces jeunes élèves du collège Valard du Saint-Esprit, après avoir écrit la lettre à Aimé Césaire, c'est très bien, qu'ils écrivent la lettre à Damas, la lettre à Raphaël Confiant, la lettre à Édouard Glissant, la lettre à Fossano. Yes. Madame la ministre, je voulais juste rebondir sur vos propositions par rapport au théâtre d'outre-mer en Avignon. Je pense qu'il est important pour nous, les artistes de Martinique, nos compagnies de danse, de théâtre, etc., d'avoir une visibilité nationale sans passer par ce que j'appellerais un espace ghetto. C'est-à-dire, je pense que l'initiative d'Assane Kouyaté, que je salue, des RIDA, est extrêmement importante parce que c'est ce type d'initiative de faire venir des programmateurs de scènes nationales conventionnées sur le territoire martinique pour voir comment travaillent les artistes, dans quelles conditions de travail. Je pense que ce type d'initiative doit être renouvelé et renouvelé et renouvelé. Et je ne suis pas sûre
que le théâtre d'outre-mer en Avignon, ça puisse résoudre toutes nos questions, parce que pour moi, en Avignon, ça pourrait être perçu par des programmateurs nationaux comme un espace ghetto, et du coup, ils ne viennent pas voir, et c'est une réalité, Madame la Ministre, ils ne viennent pas voir les compagnies, les autres programmateurs, parce qu'ils ne veulent pas mettre les pieds dans le théâtre d'outre-mer en Avignon. Donc c'est pour ça que c'est important que la visibilité, si vous voulez, elle se fasse au-delà des espaces dédiés à ça, c'est-à-dire qu'elle s'infiltre. Il faut que ce soit une forme d'infiltration sur le territoire national. Et puis, j'aimerais juste, vous n'avez pas répondu à ma question sur la nécessité d'un centre de recherche, de création et de résidence en Martinique. Merci. Centre de recherche. Alors, je fais toujours attention sur la création de centres, de maisons. Je peux prendre des engagements comme ça à la va-vite, sauf qu'il faut que je regarde quels sont les partenariats, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui sortira des assises. Ce qui est sûr, pour répondre aussi à la question de l'université et de la recherche, c'est de dire que on travaille en ce moment, ministre de l'Éducation, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais également le ministère des Outre-mer sur ce formidable levier et ce formidable moteur que peut être les universités dans ce bassin. C'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Il y a l'université, bien sûr, Antilles, il y a la Guyane. Comment on redonne du sens? Comment on redonne de la force? Comment on fait en sorte que l'université puisse rayonner dans l'ensemble de notre bassin? Et véritablement, à partir de l'université, à partir notamment du travail des chercheurs, comment on fait pour donner un élan que chacun aura envie de suivre ici à la Martinique, en Guadeloupe, mais je crois honnêtement qu'on a aussi besoin d'aller jusqu'en Guyane pour apporter cette dynamique, même si ce n'est pas la même université. Je crois beaucoup au travail par bassin maritime. Je le disais, ça n'a rien à voir avec la culture, mais c'est un exemple. J'ai été secrétaire d'État au développement et à la francophonie pendant 2 ans. J'ai donc accompagné un certain nombre de pays en développement, souvent l'Afrique d'ailleurs, et j'avais donc la tutelle de l'Agence française de développement. Et puis, il faut savoir que l'Agence française de développement avait 2 étages, un étage international et un étage outre-mer. Aujourd'hui, j'ai la tutelle de l'étage outre-mer. Et je m'étais déjà battue il y a 3 ans pour qu'on ait une logique. Figurez-vous que l'étage international ne parlait pas à l'étage outre-mer. C'est vrai qu'on est juste dans le même bassin et que les pays en développement, ils sont juste à côté, dans l'océan Indien ou dans les Caraïbes, à côté des territoires d'outre-mer. Et on a fait des absurdités, je vous en donne une. On a financé un port avec les mêmes objectifs à Maurice et à La Réunion. Même objectif, vraiment. La France a financé 2 projets qui allaient se faire concurrence. C'est une vraie réussite. Aujourd'hui, c'est chose faite. L'Agence française de développement va annoncer vendredi qu'elle n'aura plus un étage outre-mer et un étage développement international, qu'elle aura une politique par bassin maritime. Ce qui veut dire qu'il y a un directeur océan Indien qui chapeautera à la fois le service ou les bureaux de La Réunion, de Mayotte, mais aussi des Comores, de Madagascar, d'Afrique du Sud, de Maurice, et j'en passe. Et il y aura un directeur Caraïbes qui pilotera à la fois son représentant de l'AFD à la Dominique, à Cuba, à la Jamaïque, mais aussi bien sûr ici à la Martinique, en Guadeloupe ou à la Guyane. Ce que je veux dire, c'est que cet exemple-là, ça a pris 3 ans, hein, bon. Cet exemple-là, on peut le faire dans tous les domaines. On peut s'inspirer de ce travail-là et le faire dans tous les domaines. Dire qu'on a véritablement des organisations à penser par bassin. Et je reviens à l'université. Pour dire qu'est-ce qu'on fait de plus qu'une petite guéguerre des universités les unes contre les autres dans un même bassin, l'université française en l'occurrence. Ce qui est souvent très regrettable parce que pendant qu'on fait ça, on oublie de faire le meilleur. On va dire que sur la question des bibliothèques, il y a une nouvelle mission nationale que la ministre de la Culture a confiée. J'ai perdu le nom à qui la mission a été confiée. Mais je vous tiendrai informé parce que je crois que c'est important qu'on remette à jour l'ensemble de nos données, y compris sur les bibliothèques d'outre-mer et y compris effectivement sur les bibliothèques de la Martinique et comment on peut faire mieux. Les jeunes, vous avez parlé à Madame la représentante de la collectivité des jeunes.
ce que fait le SMA et les régiments, ce que font les régiments, c'est de remettre des jeunes debout. C'est ça la vocation du régiment. Remettre des jeunes debout. Et pour se tenir debout, il faut être suffisamment fier de son histoire, de son identité. Et je suis très très heureuse que la culture soit aussi au centre de votre travail. Et je crois véritablement que la culture permet de se reconstruire. Et que la culture permet à un peuple tout simplement d'apprendre à être davantage fier de ce que nous sommes. Vous savez, dans les territoires d'outre-mer, nous avons toujours eu des complexes d'infériorité. Mais partout. Ces complexes d'infériorité, les nouvelles générations elles doivent pouvoir s'en débarrasser et nous devons les y aider. Et la prise de parole tout à l'heure, et ce que vous avez écrit est la démonstration que vous dépassez ces complexes qu'on a pu avoir. Des complexes d'ailleurs qui, quand on les a surpassés, se transforment souvent, malheureusement, en quelque chose qu'on a gardé du combat, qui n'est pas toujours très positif, et on doit apprendre à le faire autrement. Et puis on doit apprendre une autre chose, et je voudrais vous parler de France O. Il faut qu'on soit davantage visible. Visible ici dans la région, bien sûr, et visible aussi sur la scène nationale et la scène européenne. Et pour être davantage visible, il faut qu'on le soit à travers les chaînes de télévision et les radios. Les chaînes de télévision, vous avez entendu le rapport qui est sorti sur France O et la suppression de France O. La suppression de France O n'est pas à l'ordre du jour. Mais ça me permet de vous dire que on ne peut pas se contenter de France O. Des Outre-mer qui se regardent entre eux. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut que les chaînes premières dans tous nos bassins maritimes, la chaîne première de Martinique, la chaîne première de la Guadeloupe, aillent faire des sujets dans l'ensemble du bassin. Et que ces sujets, ces productions, si on va plus loin, soient vues non seulement sur France O, mais sur TV5, sur France 24, sur les chaînes nationales, au moins celles qui sont publiques. Et que, oui, il faut se battre pour que France O ne disparaisse pas, mais France O peut devenir une grande chaîne de coordination de ce qui se produit dans les territoires d'outre-mer. Et ensuite renvoyer sur des chaînes nationales qui sont davantage vues. Voilà aussi ce que j'aimerais que vous puissiez me dire dans le cadre des assises. Quelle est votre vision à vous? Moi, j'ai cette analyse que j'ai faite à travers le temps, mais quelle est la vôtre? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour être plus visible sur les chaînes de télévision ou sur les radios dans certains cas? Et vous verrez que ça fera toute une différence si on est davantage connu et davantage vu, autrement que 5 minutes par-ci par-là. Pour aller au-delà de ces questions, et peut-être pour laisser je ne sais pas combien de temps on a, c'est encore un petit mot aux uns et aux autres, je voudrais revenir sur l'histoire des œuvres d'art. Ça m'a travaillé votre histoire de taxe, parce que j'ai horreur de ne pas savoir. Hein, cette taxe. Alors, ce qui est important, c'est que les mêmes procédures concernant les départements d'outre-mer, c'est-à-dire que si je vais exposer en Guyane ou en Guadeloupe, en Nouvelle-Calédonie, c'est exactement la même chose. C'est simplement la même chose. Je dois le vous dire aussi, parce que j'ai l'ambition maintenant, compte tenu des difficultés, de m'installer en France, c'est mon grand projet. Parce qu'à 72 ans, je n'aurai pas le temps de mener cette bataille. Eh bien, je me trouve en face d'une autre difficulté, parce que j'ai à peu près 1500 œuvres dans mon atelier. Il faut les dépasser. Les taxes sont tellement importantes qu'il faudrait que je travaille toute ma vie pour pouvoir amener mon atelier à Paris. Alors pourquoi est-il impossible que mes œuvres arrivent à Paris sans avoir à payer de taxes? Ce sont des vraies choses concrètes. En fait, je ne demande pas plus qu'il n'en faut. La libre circulation, le restant, nous sommes capables, lorsqu'on a le talent, de se battre pour que ces œuvres soient présentes partout ailleurs. Je ne demande pas à l'État de faire ce travail. Il appartient aux artistes, de leur travail, de leur sérieux, d'avoir accès justement au lieu d'exposition. Je ne demande pas plus. L'égalité simplement. Alors je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous auriez eu cette taxe ou pourquoi vous avez cette taxe. Alors j'ai compris, c'est bien l'octroi de mer. C'est donc pas à moi qu'il faut demander ça. Et je suis pour qu'effectivement il n'y ait plus cette taxe. Je comprends par contre que ce sont des recettes en moins pour la collectivité, et donc ça se regarde, ça se réfléchit.
Et j'ai jamais l'habitude de lancer la balle, d'un côté ou de l'autre aux autres quand on me pose la question. Mais j'ai regardé, parce que ça me paraissait totalement aberrant qu'il y ait une taxe à payer en rentrant en métropole quand vous veniez des Outre-mer. J'ai compris. C'est une taxe ici que vous payez. C'est une taxe sur le territoire, c'est l'octroi de mer. Ça n'a absolument rien à voir avec, effectivement, une réglementation douanière nationale. L'octroi de mer, il faut effectivement qu'on puisse regarder, et qu'on puisse regarder comment, avec la collectivité, on peut avoir une autre réglementation pour les œuvres d'art, ou peut-être une partie, je ne sais pas, je ne parlerai pas au nom du président de la collectivité, mais ce qui est sûr, c'est que nous en parlerons. Parce qu'à partir du moment où vous m'en avez parlé, il faut bien que j'aille poser la question, et puisque je rencontre le président Marie-Jeanne dimanche, et bien je vous poserai la question de comment il est possible d'apporter une réponse aux artistes sur ce sujet, parce que c'est une barrière supplémentaire. Je répondrai sur les questions de transport, je répondrai sur le coût de transport, je répondrai à un certain nombre de projets que vous construirez dans le cadre des assises. Mais ce qui est important, c'est que dans les assises, les collectivités soient à nos côtés, et elles le sont, justement parce qu'une partie des réponses touche aussi leurs propres compétences. Merci Madame la Ministre. Peut-être juste un dernier témoignage avant de conclure cette table ronde. Je laisse la parole au Président. Merci. Bonsoir Madame la Ministre. Messieurs et dames, en vos rangs et responsabilités. Je m'appelle Olivier Villette. Je suis responsable de la communication au comité pour l'AIOL à l'UNESCO. Je suis accompagné de... Vous voyez l'AIOL qui est là. Hein. Certaines personnes diront c'est un morceau de bois qui flotte. Non. Pour que ça puisse flotter, il faut des hommes. Et dans ces hommes, vous avez un patron et des bois dressés. Tous, pour venir au fait de vous dire que s'il n'y a pas de cohésion, s'il n'y a pas de synchronisation entre l'homme sur ce navire coule. Les entreprises, les comités d'entreprise, etc., viennent faire de l'initiation à l'AIOL pour conforter les rangs des cadres, de tous ceux qui font avancer l'entreprise. Autour de l'AIOL également, il y a une vie, hein, un impact sur l'économie, un impact sur les jeunes, parce que nous avons l'AIOL, une YOL école qui s'appelle Monsieur Bricolage, où on réinsère les jeunes. Et autour de cette YOL également, nous avons beaucoup de projets. Nous ne nous intéressons pas assez à ce patrimoine, parce que ça a un impact économique sur la Martinique, un impact socio-culturel, et avec une association qui s'appelle YOL 365, qui est une entreprise d'ailleurs, qui est le digital, qui permet au monde entier de découvrir l'AIOL et sa pratique. Il faut mettre l'humain au milieu de l'AIOL. Comment vous l'expliquer? C'est tellement subtil parce qu'on peut vite déraper sur l'explication. Nous avons décidé de la mettre à l'UNESCO parce que nous pensons que c'est un patrimoine plus qu'essentiel pour la Martinique parce qu'il y a beaucoup d'histoire dans l'AIOL et autour de l'AIOL. Aujourd'hui, nous sommes présents à la Ministre, c'est pour vous demander votre appui pour notre dossier. Je vais vous donner un exemple de notre travail. Et vous tous y êtes là. Parce que sans la reconnaissance de notre patrimoine en Martinique, on perd notre essence, on perd notre vrai sang martiniquais. Ma réponse est oui, et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que mon ADN c'est la mer. Et que le seul territoire véritablement maritime, et je ne voudrais pas vous désespérer ni vous rendre jaloux, mais le seul territoire maritime c'est le mien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres embarcations dans l'ensemble des autres territoires. On n'est quand même pas venu à la nage. Bon. Et que l'AIOL et l'histoire de l'AIOL me passionnent. Comme d'ailleurs l'histoire du Doriche chez moi me passionne, c'est-à-dire où on rame à 6, à 8, et où on apprend à travailler ensemble et à avancer ensemble. Je crois que c'est important qu'on puisse vous soutenir sur ce dossier. Le patrimoine maritime dans les territoires d'outre-mer a souvent été négligé. Très négligé. Et même chez moi, hein, ce territoire de la grande pêche, ce territoire qui n'existe, qui n'a une raison d'être géopolitique que parce qu'il y avait de la morue, il a très longtemps oublié son patrimoine maritime. Donc on a un vrai travail sur ce côté-là, et faire en sorte qu'on puisse démentir les mots de Tabarly qui disait
La France et la plupart de ces territoires d'outre-mer ne connaissent de la mer que ce qu'ils ont dans le dos quand ils mettent leur serviette sur la plage. Voilà. Et puis une autre petite remarque, si j'adore la Martinique, c'est qu'un jour je suis venue ici en vacances, je me promenais, je sais pas très loin, et je discutais avec des pêcheurs et je voulais leur acheter du poisson et je leur dis mais vous revenez d'où? Ils me disent on est allé pêcher à Miquelon. Je leur ai dit il y a un caillou quelque part qui s'appelle Miquelon. Non, le Miquelon à côté du Canada. C'était donc chez moi. Ce qui veut dire que quand vous allez pêcher loin, vous allez pêcher à Miquelon, vous allez donc pêcher chez moi. L'autre histoire, c'est qu'il faut savoir que vous veniez chercher de l'amour salé pour vous attraper chez moi. Et qu'on a encore des tonneaux de rhum de la Martinique chez moi. Et donc ce commerce entre les deux îles, il a existé entre Saint-Pierre-et-Miquelon et la Martinique. Il a existé aussi un peu avec la Guadeloupe. Et quand je suis ici, je suis un peu chez moi. Parce qu'il y a tout ça. Et oui, la France a le deuxième domaine maritime. Et j'en suis heureuse, moi qui me bats à l'Assemblée nationale depuis le premier jour, pour que cette France, non seulement elle assume cette responsabilité d'avoir le deuxième domaine maritime, mais qu'elle devienne la deuxième puissance économique maritime. Bien. Merci Madame la Ministre pour cette conclusion. Je laisse les mots de la fin pour Monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, je suis arrivé un petit peu en retard, j'en excuse, donc je salue tout le monde. Merci Madame la Ministre d'avoir choisi d'atelier, de présenter le débat du volet culture des assises de l'outre-mer en ces lieux. Nous y sommes très sensibles. Je voulais saluer quand même quelqu'un d'un invité particulier ici présent, Monsieur Sébastien Perromino, qui est consul honoraire du Guatemala. C'est mon invité spécial. Merci d'être présent. Merci aussi à un invité particulier, Père David, qui nous accompagnera tout à l'heure à la visite de la cathédrale et qui nous dira quelques mots de ce qu'il n'a pas pu dire ici parce que c'était un peu rapide. Mais la culture, c'est aussi le religieux qui fonde ce que nous sommes aujourd'hui en particulier. Et il y a beaucoup de choses à faire parce que moi, mon côté pragmatique, scientifique, voire prosaïque, voit à travers tout ça de l'économie touristique, de l'économie de découverte de notre culture, de nos fondamentaux, puisque la culture, bien entendu, structure l'homme, lui permet de s'affirmer, lui permet de s'épanouir. Mais aussi, c'est une économie, puisque nos artistes attendent de cela, parce que nous pouvons vivre de cette économie. J'en discute trop souvent avec quelqu'un qui est... parce qu'à Saint-Pierre, nous sommes un bassin, un creuset qui génère des artistes de partout, tout le temps. Nous avons un exemplaire ici, un exemplaire. Un exemple. Pardon. Hector Charpentier qui va vous offrir tout à l'heure un petit cadeau, juste avant de partir. Mais il y a aussi Joël Hubert qui aurait pu là. Nous avons des artistes musiciens qui naissent de ce terreau particulier qu'est Saint-Pierre et qui attendent aussi de vivre de cette économie. Parce que bon, on parle de cinéma, on parle même d'industrie cinématographique. Donc ne nous mettons pas la tête dans le sable, c'est aussi un moyen, un vecteur d'insertion pour nos jeunes. Et j'espère que tout ce qui a été dit aujourd'hui ce soir servira de terreau de réflexion pour des associations de commerce et recevra, de catalyseur et recevra réponse. Merci en tout cas, encore une fois. Et j'ai aussi une dernière petite chose à vous remettre avant de partir. Donc voilà, merci madame. Merci à vous tous, merci beaucoup. Continuez à participer à ces assises. Vous dire aussi que des ateliers d'assises, pour les jeunes comme pour les moins jeunes, vous pouvez les organiser vous-même. Hein. Et si vous ne savez pas comment faire, on a un petit guide sur comment organiser vous-même vos assises et faire remonter vos propres réflexions si vous n'avez pas eu l'occasion de tout nous dire aujourd'hui. Merci à Monsieur le Préfet et à toute l'équipe de la DAC également sur ces questions de culture. C'est la première fois que je participe à des assises sur le thème de la culture et c'est pour moi, ça a été pour moi un véritable plaisir. Merci à tous, merci Monsieur le Maire.